France Info et France 24 présentent Bonjour, c'est l'heure du retrait pour la France au Mali. La France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la Task Force Takuba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Jamais depuis la guerre d'Algérie, Paris n'était resté investi aussi longtemps militairement à l'étranger. À l'heure où Bamako se tourne vers d'autres alliés, russes notamment, quel bilan tirer de l'opération? Le Sahel est-il plus sûr qu'en 2013? Ou au contraire, les groupes djihadistes ont-ils désormais le champ libre? Et avec quelles conséquences pour les populations? On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24. Avec vous, aujourd'hui, Antoine Glaser, bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain, spécialiste de l'Afrique, vous êtes l'auteur du livre « Le piège africain de Macron », c'est publié chez Fayard. Mais d'abord, Nenayem, rafraîchissez-nous donc la mémoire. Que s'est-il passé durant la décennie écoulée au Mali ? Eh bien, en mars 2012, des rebelles touaregs sont rejoints par des djihadistes. Ils prennent le contrôle du nord Mali, des régions de Tombouctou, de Kidal et de Gao. En janvier 2013, à la demande des autorités maliennes, l'armée française intervient et tente d'arrêter ces colonnes de djihadistes qui se dirigent vers la capitale, Bamako. Frappes aériennes, 4000 hommes au sol. C'est le début de l'intervention française au Mali, l'opération Serval. Un an plus tard, en 2014, elle devient l'opération Barkhane. Jusqu'à 5000 hommes sont déployés. Son coût, 800 millions d'euros par an. Pendant ces 9 ans de guerre, eh bien, plus de 50 soldats français ont perdu la vie. Après un nouveau coup d'État, l'État reste aux mains des militaires maliens. Le Mali, Antoine Glaser, qui a mobilisé jusqu'aux 3/4 des forces françaises déployées à l'étranger. Pourquoi y avoir investi autant de moyens ? L'idée, c'était à un certain moment donné, c'est vrai que quand c'était un peu dans une euphorie, c'est du temps de François Hollande, et à partir du moment où la France, il faut savoir que sa diplomatie d'influence, c'est quand même dans cette région jusqu'à présent qu'elle est influente aux Nations Unies grâce à des opérations de maintien de la paix, mais aussi des opérations militaires. Et donc, il y avait une certaine volonté, compte tenu de la superficie, d'un engagement majeur. Le seul problème, c'est que, comme on le verra, autant l'opération Serval en 2013 a été applaudie, rappelez-vous François Hollande, c'est le plus beau jour de ma vie politique, autant l'opération Barkhane apparaît de plus en plus maintenant un peu comme une erreur. Ça veut dire qu'il y a une sorte de consensus en disant que après Serval, la France aurait dû, et Barkhane, après l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, aurait dû retirer ses troupes et laisser les Maliens, avec d'autres forces de la région, mais gérer leurs affaires. Et oui, malgré cet investissement massif, cette présence, elle était devenue intenable après l'expulsion de l'ambassadeur de France. Oui, parce qu'en fait, on voit bien que c'est un peu une sorte d'armée conventionnelle et on voit que ça ne correspond absolument pas à la réalité de la lutte antiterroriste. Ça veut dire, on voit bien que la France va éliminer des djihadistes, mais avec des forces beaucoup trop conventionnelles, avec les drapeaux français. Ça rappelle beaucoup trop la France-Afrique d'une certaine période de la guerre froide. Et on voit bien que là, maintenant, pourquoi finalement il y a un retrait de Barkhane. Bien sûr, il y a le problème aussi avec la junte malienne, entre le pouvoir français et la junte malienne, mais il y a surtout, franchement, même dans les milieux militaires, ils disent c'est vrai qu'on aurait dû à un moment donné, soit à la mort d'Ogdel, soit après l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta, on aurait dû à un moment donné passer à autre chose. Et en même temps, ils disent regardez les Russes, eux, ils font tout à bas bruit, c'est ce qu'on aurait dû faire. Personne ne parle, par exemple, de l'opération Sabre dans la banlieue de Ouagadougou, qui est l'opération des forces spéciales françaises. Au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, qui font de la lutte anti-djihadiste. On ne les entend pas, on n'en entend pas parler, et pourtant, ils sont extrêmement actifs. Eh oui, car depuis 2013, le climat, vous l'avez compris, a bien changé. Les manifestations d'hostilité envers la France se multiplient. En témoignent ces images tournées à Bamako par Cyril Payen. C'était le 5 février dernier, diffusé dans l'émission Reporter sur France 24. Je suis vraiment content, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de patriotisme qui m'anime comme ça. Vraiment, je suis fier du peuple malien et des peuples africains.
Le cortège de plusieurs milliers de manifestants va pendant de longues heures faire le tour de la ville en gonflant ses rangs. Cette manifestation a été une réussite totale. Allez voir mes frères maliens, mes frères africains, en train de soutenir le Mali. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Vraiment, je dis encore une fois de plus, merci. Vive le Mali, vive la liberté, On entend ces slogans, Antoine Glaser, à bas la France. Il y a un risque aujourd'hui pour les Français encore présents au Mali, militaires comme civils? Non, je ne pense pas. Je veux dire, ils font vraiment la différence entre le pouvoir politique, mais c'est vrai que moi, je suis vraiment surpris de voir, on a l'impression qu'on vit une sorte d'anachronisme historique. Ça veut dire que c'est vraiment une période... Soit si on reste le nez dans le guidon, on pense simplement à un rapport de Barkhane, des militaires français avec le pouvoir malien. Mais à mon avis, il faut aller au-delà. Il y a vraiment une question d'anachronisme historique. C'est une période, c'est un islam qui est en train de se radicaliser dans toute la région. Il y a le sentiment anti-français. On a l'impression qu'on vit une période post-coloniale, alors que normalement, la fin de la guerre froide, c'était en 90. On a l'impression que 20 ans après, on a l'impression qu'il y a une sorte de souverainisme, de nationalisme parmi la jeunesse africaine qui va d'ailleurs de Bamako, mais aussi aux diaspora ici, des gens qui sont mal en exil, considèrent que la France soutient leurs autocrates. Honnêtement, il faut voir ça avec un grand angle. Hein, c'est pas simplement le problème du Mali, c'est un problème de période historique, de changement profond dans toute cette zone sahélo-saharienne. Et justement, un convoi militaire français avait été pris à partie fin novembre du Burkina Faso jusqu'au Niger. Ces scènes, elles pourraient se reproduire au Mali dans le cadre du repli français. Il y a toujours un danger. Ceci dit, je veux dire, la base française était à Gao et à Ménaka, très proche du Niger. Apparemment, le président Mohamed Bazoum semble prêt à coopérer avec les militaires français. C'est déjà au Niger que vous avez des drones et toute la partie aérienne de la présence militaire française. Donc, je veux dire, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Je ne suis pas un spécialiste militaire. Je ne vais pas vous dire, c'est vrai, quand vous discutez avec du militaire, certains vous disent 8 mois, d'autres 12 mois, etc. Mais très honnêtement, c'est pas le problème de fond. Il n'est pas là. Le problème, c'est que, très honnêtement, les djihadistes, ils ont réussi à faire fuir les Occidentaux depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. Il n'y a plus de société civile occidentale ou française. Il n'y a plus que les militaires français. C'est pour ça que les militaires français, Barkhane, étaient totalement hors sol par rapport aux réalités. Il n'y a plus d'ONG, il n'y a plus de coopération décentralisée, il n'y a plus de présence occidentale. Donc, il y a une islamisation. C'est vraiment une page historique. Je ne veux pas dire que c'est un retour au 19e siècle, mais il y a quelque chose qui se passe au-delà même des diatribes France-Afrique. À la France qui était venue, on s'en souvient, il y a 9 ans, pour protéger les populations sahéliennes des groupes crapuleux et djihadistes. 9 ans plus tard, comment vit-on ce retrait? À Bamako, vous vous trouvez pour France 24, Anne-Fleur Lespio. Bonjour Raphaël, ici l'heure est à l'incertitude. La population malienne, comme la communauté expatriée ou encore la classe politique, s'interroge sur les conséquences du départ des troupes françaises au Mali. Au sein de la population malienne, à Bamako, beaucoup se félicitent du départ de Barkhane au profit de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie. Beaucoup ici condamnent les propos des autorités françaises à l'égard des autorités de transition ces derniers mois. Ils prônent la construction d'un Mali nouveau, d'un Mali souverain sans la France à qui ils reprochent son ingérence dans la politique malienne. La plupart saluent également la montée en puissance de l'armée malienne qui, depuis quelques semaines, a adopté une posture beaucoup plus offensive sur le terrain et aurait permis, affirme-t-elle, notamment dans le centre du Mali, épicentre du conflit ici, le rétablissement de la sécurité dans certaines localités. D'autres espèrent que le départ de la France permettra d'entamer officiellement des négociations avec les groupes djihadistes qui contrôlent aujourd'hui les 2 tiers du territoire qui échappe depuis des années au contrôle de l'État.
Du côté de la population dans le nord du Mali, qui est-elle directement impactée par le conflit? Quelles seront les répercussions dans les mois à venir après le départ de l'armée française? Quelle sera la posture des groupes djihadistes face au vide laissé par Barkhane? Beaucoup de questions qui restent aujourd'hui sans réponse. Tous les scénarios sont possibles, dont celui du chaos dont s'inquiètent certains au sein de la classe politique qui craignent, je cite, dans le pire des cas, que le Mali devienne le prochain Afghanistan. Le prochain Afghanistan, Antoine Glaser. Des djihadistes qui, il ne faut pas l'oublier, se combattent entre eux. Les affrontements entre le GSIM, l'ex-AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et Daesh. Absolument, mais il faut savoir que ça va pas. C'est quelque chose, la vraie divergence entre la France et la junte malienne. C'est pas dit, ça a été dit un peu dans le reportage. C'est que finalement, la junte malienne, eux, ils veulent négocier avec M. Yad Ali, qui est le chef du groupe de soutien à l'islam aux musulmans. La France considère qu'il a du sang de militaires français sur les mains, donc refuse ces négociations. Il y a l'Italie qui joue un rôle un peu, bon, c'est un pays européen, et qui négocie aussi avec un certain nombre de groupes Touareg, dans les accords d'Alger et autres. Il y a un certain nombre de négociations qui sont en train de se faire. Et c'est vrai que ces négociations, il y a une vraie divergence entre Paris et la junte sur ce problème-là, proprement dit. Ce repli français, il sanctionne un échec dans cette guerre asymétrique. Comment expliquer qu'une force qui a compté jusqu'à 5100 hommes sur place n'a pas pu venir à bout d'une nébuleuse djihadiste estimée entre 400 et 3000 hommes? Très franchement, de mettre 5000 hommes au départ sur 5 millions de kilomètres carrés, c'était mission impossible. Il y avait 100 000 soldats américains en Afghanistan sur 600 000 kilomètres carrés. Je veux dire, c'est le sud de la France. Donc, à un moment donné, Emmanuel Macron s'est rendu compte que c'est mission impossible pour les militaires. Il a réduit ça à la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, ça fait justement ces 600 000 kilomètres carrés. Mais le problème de fond là-bas, c'est pas simplement les djihadistes. C'est que vous avez dans tous ces parcs animaliers, vous avez des populations des éleveurs qui ont un certain nombre de conflits, qui sont abandonnés. Et à partir du moment où l'État n'est pas là, eh bien évidemment que les djihadistes, c'est pas simplement l'armement et autres, ou la religion, c'est qu'ils exercent le foncier, la justice. Quand on parle maintenant, il faut savoir du Mali comme du Burkina Faso, on parle des capitales, on parle de Bamako, on parle de Ouaga, mais les 3/4 du pays, il n'y a plus personne, il n'y a plus de pouvoir régalien des États. Est-ce qu'on n'a pas perdu de vue aussi, côté français, l'objectif réel de cette intervention? Était-ce simplement de repousser ou bien de vaincre les djihadistes ou encore d'asseoir la démocratie à Bamako? Oui, il y a un mélange de tout, mais je pense que la France aussi, elle est un peu dans un anachronisme historique. Ça veut dire c'est un peu la France qui pense encore que c'est assez militaire, mais elle veut aussi gérer les problèmes politiques des pays, avoir ses hommes, des francophiles, des hommes qui lui ressemblent. Elle est toujours un peu dans la France-Afrique. Et quand on parle même des militaires qui ont participé à Barkhane, ils le disent eux-mêmes. Ils disent oui, vraiment là, on se croyait encore un peu chez nous dans cette région, et en fait, ça nous échappe complètement. Et du coup, au bout d'un moment, la France, comme d'habitude, a voulu tout faire, être devant, derrière, au-dessus, au sein des pouvoirs de ces pays, à entraîner les Européens, et c'est là où il y a vraiment un problème de fond. On va écouter une autre manière de résumer tout ce qu'on vient de dire, ce divorce entre Mali et armée française. Écoutez, Master Soumi le raconter, ce rappeur malien qui n'a pas sa langue dans sa poche. Ça fait 8 ans que l'armée française est au Mali, venue pour combattre les terroristes au Mali. Avec des milliers de soldats sur le sol Mali, des chars, des drones, toute une armada au Mali. Malgré ces moyens, la guerre continue et finit pas. Et la situation se dégrade pas à pas. La grande partie échappe au contrôle de l'État. Malgré l'armée malienne MINUSMA et Takuba, la présence française au Mali a échoué. Les Maliens demandent à l'armée française de dégager. Faudra-t-il se trouver au préalable un plan B? Faudra-t-il se tourner vers la Russie comme nouveau allié? Si Wagner c'est pour faire la guerre aux terroristes, si Wagner c'est pour éliminer les bandits, mais si Wagner c'est pour faire le vigile ici, Wagner, je préfère porter Geithner. Master Soumi qui nous résume la première partie de l'émission et qui nous annonce la deuxième. C'est juste après un flash d'information. C'est le journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ses états, on continue de faire le bilan de l'intervention française au Mali avec vous, Antoine Glaser, journaliste, écrivain spécialiste de l'Afrique, auteur du livre Le piège africain de Macron chez Fayard.
Dites-nous donc à présent, Nenayem, comment le Mali en est-il arrivé là? Le Mali, un piège sécuritaire, vous le voyez, un pays enclavé, 12 millions d'habitants, un territoire 2 fois plus grand que la France, avec ce fleuve, le Niger, qui traverse le pays. Il y a en fait 2 Mali, le Mali vert autour de Bamako, avec la savane, 9 Maliens sur 10 y habitent, un Mali riche, un Mali agricole, et le nord du Mali, dans le Sahel, aux portes du Sahara, une zone quasiment désertique qui a toujours été un carrefour d'échanges, zone de tous les trafics, drogue, armes, clandestins, difficilement contrôlés par l'État. C'est dans cette zone que l'on retrouve la question Touareg, et c'est de ce nord Mali que se sont élancés les groupes djihadistes vers les pays voisins, une menace que la présence militaire française n'a pas réussi à endiguer. Les mouvements djihadistes, Antoine Glaser, se nourrissent des affrontements entre communautés. Bien sûr, bien sûr. Il faut quand même bien distinguer le djihadisme au départ de Al-Qaïda du Maghreb islamique, qui était quand même le GIA, le GSPC algérien, qui ont exporté dans les pays voisins, au nord de ces pays, finalement, leurs propres problèmes avec les djihadistes. Et puis, quand la France a implosé la Libye en 2011, en tuant le colonel Kadhafi, d'ailleurs en allant un peu plus loin que la résolution, parce que c'était protéger plutôt les populations de Benghazi, mais finalement, c'est la France qui a entraîné tous ses partenaires et qui a implosé la Libye. Les Touaregs, qui étaient dans l'armée de Kadhafi, sont redescendus chez eux et ont dit, ben voilà, nous maintenant, on veut, la France nous avait promis l'indépendance depuis De Gaulle, et donc ils ont dit, ben voilà, maintenant on va créer l'Azawad. Et à ce moment-là, ils se sont alliés, comme ils ne pouvaient pas faire ça seuls, ils se sont alliés à Al-Qaïda du Maghreb islamique, et ce chef, Iyad Rali, est un Touareg, chef Touareg, et il s'est allié au Peul, au centre du Mali, qui rêvait de créer le front de libération du Massina. C'est pour ça que je parle du retour des empires du 19e siècle. Et donc, c'est eux, les djihadistes, mais simplement, ils se nourrissent des problèmes intercommunautaires, ils se nourrissent des problèmes entre des Peuls, les Dogons, entre les agriculteurs et les éleveurs. Et on voit bien maintenant le risque, c'est qu'il y a une certaine, en particulier parmi les armées européennes ou autres, en disant « ouais, c'est la faute des Peuls », parce que c'est vrai que les Peuls, souvent, c'est eux qui vont... Pourquoi ils vont vers les djihadistes? Parce qu'ils sont abandonnés dans des parcs animaliers. Ils sont abandonnés et ils sont beaucoup plus transhumants avec tous leurs élevages. Et à ce moment-là, c'est des problèmes socio-économiques de ces pays. Et nous, quand nous, on parle... de religion et autres, eux, ils sont dans des problèmes intercommunautaires, sociaux, économiques, des jeunes qui n'ont pas de boulot, etc., et qui peuvent être pris en charge comme ça dans des villages par des djihadistes qui leur proposent d'abord de faire du transport, et ensuite, ils ont une calage dans les mains. À ces difficultés économiques s'ajoute désormais l'embargo imposé par les voisins d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Absolument, mais franchement, là, je suis allé récemment à une réunion là, des associations des Maliennes en France. Je veux dire, il y a les Maliens en France qui sont, à mon avis, on dit 600 000, mais sont peut-être plus proches de 700, 800 000. Ils ne peuvent plus envoyer l'argent à leur famille. C'est bloqué par la BCEAO. Et à ce moment-là... La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, dans un premier temps, c'est vrai que le pouvoir... à Bamako a dit, voilà, ça leur a donné encore plus d'un sursaut souverainiste, nationaliste, en disant, il y en a marre aussi du franc CFA, etc., la BCEAO, des chefs d'État de la région. Mais à terme, c'est vrai que tant qu'ils peuvent payer les salaires, ça va bien, mais quand ils sont vraiment étranglés, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont chercher, qu'ils vont en Iran, qu'ils vont au Qatar. Apparemment, le Qatar a promis de payer un hôpital. Ils essaient de diversifier leur partenariat pour sortir de cet étranglement financier. Et oui, en froid avec leurs voisins ouest-africains, revenus aussi du partenariat avec la France, les Maliens se tournent de plus en plus vers l'étranger et notamment vers la Russie. Pour leur sécurité, c'est désormais aux mercenaires du groupe russe Wagner que s'en remettent les dirigeants de la junte malienne. On voit ça en images avec Nicolas Bertrand pour France Télévisions. Juste à côté de l'aéroport de Bamako, ce camp militaire a vu le jour en quelques semaines. À côté, un mur d'enceinte flambant neuf court sur des centaines de mètres. En s'approchant, nous distinguons quelques dizaines de soldats à l'entraînement, des blindés de fabrication russe et un hélicoptère de transport de troupes russe, lui aussi. Les villageois des alentours ont eux-mêmes été surpris. Le camp est très grand. Ça commence ici et ça va jusqu'au mur de l'aéroport là-bas. Alors s'agit-il d'un camp construit à la hâte pour héberger des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner?
Pour les spécialistes qui ont étudié les cartes satellites de la zone, il y a peu de doute. Oui, ce camp semble être la base arrière de Wagner, c'est une espèce de point d'entrée au Mali. On est sûr quasiment à 100% qu'il y a eu un déploiement de plusieurs centaines de miliciens de Wagner depuis novembre. On nous dit à peu près 450 aujourd'hui. Depuis ce camp, les hommes de Wagner se seraient déployés discrètement dans le centre et le nord du pays. Les voici sur des photos amateurs dans la ville de Ségou. Pour se déplacer, Wagner utilise des véhicules de l'armée russe et malienne. C'est ce que dit avoir filmé cet habitant. Il préfère rester anonyme. Voilà, ça c'est la vidéo que moi-même j'ai filmée. Je vois sur le véhicule le drapeau russe, donc je me suis dit que c'est l'armée russe. C'est sûr que c'est des troupes, parce qu'on voit des personnes là-dedans, mais il y a d'autres véhicules qui sont fermés, on ne sait pas si c'est des armes, si c'est des troupes, on ne sait pas. Jusqu'à présent, les autorités maliennes ont toujours nié avoir fait appel au groupe Wagner. Elles admettent simplement avoir reçu de l'aide de formateurs de l'armée russe et reçu des armements. À travers Wagner, est-ce la Russie qui est désormais présente au Mali? Interrogé sur cette question, Vladimir Poutine répond par la négative. Écoutez, c'était lors de sa conférence de presse au Kremlin avec Emmanuel Macron. La Fédération russe n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. L'État russe n'a rien à voir avec cela. C'est déjà l'aveu d'une présence, Antoine Glaser. Wagner, c'est ou ce n'est pas l'État russe? Eh bien, il y a un diplomate qui disait un truc qui est très juste. Il disait autant en Ukraine, c'est vraiment Vladimir Poutine, joueur d'échecs, c'est une confrontation directe. En Afrique, c'est le joueur de Go à la chinoise ou à la japonaise. Ça veut dire c'est l'encerclement à bas bruit avec Wagner. En fait, il y a tout un modus operandi. D'abord, la Russie officielle livre de l'armement, c'est des hélicoptères en particulier au niveau du Mali. Ensuite, vous avez effectivement un groupe privé, Wagner, mais surtout pour assurer la sécurité de Bamako, du régime et autres. Ensuite, vous avez des géologues, parce que la force de Wagner, c'est un autofinancement russe à bas prix, parce que finalement, ils se payent directement sur les mines. Oui, c'est ça qu'ont à gagner les Russes d'ailleurs. Il y a une rétribution. C'est exactement comme en Centrafrique, c'est de la géopolitique. Vous avez en même temps, comme en Centrafrique, quand ils sont dans les mines, mais quasiment officiellement. Donc, il y a en même temps des Russes officiels qui sont dans les mines, la géologie et aussi dans les réseaux d'armement. Qui exploitent la richesse minière du pays. Exactement. Et puis, au bout d'un moment, je veux dire, c'est évident que... Mais ils sont même les Français, ils se demandent pourquoi on n'a pas fait ça depuis des années. Ça veut dire c'est vraiment un jeu de go, c'est vraiment à bas bruit, une présence comme ça. Et à terme, il y a une installation économique importante. C'est une pierre, ça, dans le jardin de la MINUSMA. L'ONU, il faut le rappeler, qui s'est beaucoup investi avec quelques 11 000 casques bleus présents au Mali. Non, le problème de la MINUSMA, normalement, pendant très longtemps, on disait que c'était Barkhane, qui était la force de réaction rapide de la MINUSMA. S'il n'y a plus Barkhane, on se demande qui va assurer déjà s'il y a vraiment des problèmes. Et puis, oui, la mission de réassurance, comme on dit, c'est à la protection de ces forts, de ces casques bleus. Absolument. Et en plus, il faut savoir que on est dans une période aussi aux Nations Unies, il y a vraiment des tensions. C'est-à-dire toutes les résolutions préparées et que la France voulait faire voter contre le Mali, à chaque fois, vous avez un double veto russe et chinois. On est dans une nouvelle période historique. Ça veut dire même les opérations de maintien de la paix qui étaient jusqu'à présent plus ou moins contrôlées par la France, les Chinois s'y intéressent. Donc, à mon avis, dans cette région, on est au début d'une sorte de nouvelle géostratégie. Moi, je ne dirais pas nouvelle guerre froide, ça n'a pas de sens, parce que vous avez les Turcs, vous avez le monde entier en Afrique. C'est la mondialisation de l'Afrique que la France n'a pas vraiment vue, et en ayant une structure comme Barkhane, beaucoup trop à l'ancienne. Il n'y a pas que l'ONU à être aujourd'hui impliquée. Et sur la sellette, l'Europe aussi, fortement incitée par la France. Aujourd'hui, l'échec français, c'est aussi l'échec européen. Julien Gasparuto, vous qui êtes pour France Télévisions à Bruxelles. Oui, une dizaine de pays européens étaient engagés aux côtés de la France au Mali dans l'opération Takuba et Paris avait beaucoup misé sur cette mission pour développer un premier modèle de défense européenne commune. Mais malgré cette présence, les Européens n'ont pas réussi à empêcher des coups d'État à répétition. Et la situation s'est détériorée à tel point qu'en janvier, la junte militaire au pouvoir a congédié les forces danoises qui étaient présentes au Mali. Plus généralement, ce retrait démontre aussi la perte d'influence des Européens en Afrique au profit d'autres puissances comme la Chine ou la Russie, à l'image des milices du groupe Wagner qui sont présentes
dans de nombreux pays, dont le Mali. Alors côté européen, on minimise cet échec. L'échec, il est d'abord côté malien. Il n'est pas à mettre à ceux qui viennent apporter leur soutien, confie un haut responsable militaire. Et pas question d'abandonner le Sahel. Les Européens vont désormais se réorganiser. Des militaires vont être redéployés au Niger. Et au-delà de cet aspect sécuritaire, eh bien, les Européens promettent de renforcer leurs investissements en matière de développement économique, de santé, d'éducation, de transition numérique. C'était tout l'enjeu de ce sommet qui s'est déroulé à Bruxelles pendant 2 jours avec l'Union africaine. La task force Takuba, Antoine Glaser, elle s'est voulue un exemple autant qu'un embryon de défense européenne. Ça porte un coup, ça, aujourd'hui, au projet, ce repli français. Oui, c'est évident. C'est évident que quand vous discutez avec d'autres diplomates européens, ils ont peur de se retrouver dans une affaire France-Afrique. Et on voit bien d'ailleurs, est-ce que vous avez entendu, vous, des Italiens, des Espagnols ou même des Allemands s'exprimer sur ce qui se passait là-bas? Ils sont très prudents. La secrétaire d'État aux affaires étrangères allemande est allée elle-même voir qu'est-ce qui se passait à Bamako. Et c'est vrai que Takuba, sur le plan juridique, c'était bizarrement monté, parce que c'est d'abord un cadre pays cadre français, avec finalement chaque pays des éléments européens sont bilatérales. Donc au bout d'un moment, ça devient compliqué. Quand les Danois n'ont pas reçu de feu vert de la junte malienne, ils ont dit on ne vous a pas donné le feu vert. Tous dépendaient du bon vouloir de Bamako, en témoigne le retrait danois. Entre nous, quand il y a des Estoniens là-bas, pourquoi les Estoniens? Parce qu'il y a 300 soldats militaires des forces spéciales françaises en Estonie sur le front russe. C'est tout ça, on est dans la géostratégie. Du donnant-donnant. Ah, bien évidemment. Retour 9 ans en arrière. Nous sommes le 2 février 2013. Vous l'évoquiez à l'entame de cette émission, Antoine Glaser. Moins d'un mois à l'époque après l'engagement des forces françaises pour faire reculer les djihadistes au Mali, François Hollande est accueilli en libérateur à Tombouctou, le président français qui évoque alors le plus beau jour de sa vie politique. Accueil triomphal pour le président français. François Hollande, son nom est scandé par une foule en liesse. Tombouctou libéré et ses habitants saluent la France. Dieu merci la France. C'est parce que c'est la France qui a pu sauver le monde entier. Ce n'est pas le Mali seulement. Nous sommes venus supporter François Hollande. On est fiers de François Hollande. Un peu plus tôt ce matin, un avion militaire français ouvre ses portes. Protocole oblige, le président malien par intérim en sort le premier, puis François Hollande. Tout un symbole. Le président français foule le sol de la grande ville du Nord Mali, reprise cette semaine au groupe islamiste par les forces françaises et maliennes. Aux côtés de François Hollande, plusieurs ministres, dont Laurent Fabius, acclamé lui aussi. Les larmes du ministre des Affaires étrangères à Tombouctou pour une journée historique. Demain, Antoine Glaser, on pourra sécuriser le Sahel et la menace djihadiste qui s'étend désormais jusqu'au golfe de Guinée si l'on n'est pas au Mali. À mon avis, ce n'est pas une question de djihadisme, c'est vraiment une question de social, économique, et des problèmes intercommunautaires. On est encore une fois dans une nouvelle période historique post-coloniale et c'est vraiment la gestion des populations, de leurs ressources et c'est pas du tout, quelle que soit la puissance extérieure qui pourra faire quoi que ce soit pour l'ensemble de ce pays. Ça va être vraiment le Sahel des Sahariens qui vont s'arranger entre eux ou pas, mais je veux dire, c'est pas avec des interventions extérieures que vous allez régler les problèmes. Merci Antoine Glaser d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le piège africain de Macron chez Fayard. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 3 semaines. Et d'ici là, sur nos sites internet, franceinfo.fr, france24.com. Très bonne journée à vous.